Alors, bonjour Monsieur Vopkevitch. Jo? Merci de nous recevoir dans ce lieu chargé d'histoire. La cité scolaire Buffon fait partie de ces temples républicains, si on peut dire ça comme ça, conçus à l'époque dans les projets de Jules Ferry comme un lieu d'émancipation, une sorte de, on va dire, cathédrale civique, où le but c'était aussi l'ascension sociale, mais créer un espace pour les élèves où ils puissent s'épanouir. C'est aussi un lieu, on va dire, où le souvenir de la résistance des élèves, en particulier les martyrs de Buffon, est très présent. C'était où des jeunes se sont levés contre la barbarie nazie. Donc c'est un lieu chargé d'histoire. Il y a quelques établissements de ce type en France, mais aujourd'hui ça se perd un peu. Est-ce que déjà, vous, en tant que proviseur, donc c'est ma première question, euh, comment vous sentez-vous dans ces locaux justement qui sont pas anodins? On a à la fois, je pense, tous les uns les autres, beaucoup de chance d'être dans un établissement qui, au-delà du côté historique, est remarquable d'un point de vue architecture. Je crois que les élèves apprécient beaucoup ces locaux dans lesquels on a la chance d'évoluer, et c'est aussi évidemment le cas des personnels. Et puis c'est vrai que quand on regarde un peu l'histoire de cet établissement, qui a à la fois servi d'hôpital, mais aussi de lieu de résistance avec des élèves et des enseignants engagés, eh bien, effectivement, on mesure la charge historique et le devoir de mémoire qui est le nôtre. Donc, je pense qu'il y a cette double entrée qui est extrêmement importante. Et donc, c'est, je pense, collectivement une grande fierté d'être dans ce type de structure. Alors, vous êtes aussi secrétaire général du SNPDN, donc le syndicat national des personnels de l'éducation nationale, si je l'ai bien dit. Beaucoup de gens se posent la question, pourquoi il y a un syndicat pour les personnels et des syndicats pour les enseignants et pas, on va dire, une centrale unitaire, entre guillemets, qui regroupe les deux? Alors, les syndicats sont organisés de différentes façons. C'est-à-dire, vous avez des syndicats, je pense à la CFDT par exemple, qui ont un côté plutôt confédéral et qui travaillent en intermétier où la logique métier est pas dominante. Et puis, vous avez d'autres syndicats, dont la FSU, dont l'UNSA Éducation, la fédération dans laquelle j'évolue, qui ont plutôt des syndicats par entrée métier. Et donc, vous avez le syndicat des enseignants, vous avez le syndicat des infirmières, le syndicat des médecins scolaires, et puis vous avez le syndicat des personnels d'éducation qui va porter ces dossiers en réunissant les syndicats concernés. Quand on parle par exemple de la médecine scolaire, on touche à la fois les personnels de direction et évidemment différents corps de métier concernés par ce domaine. Et puis, vous avez des angles plutôt métiers, donc les conditions de travail des personnels de direction, le référentiel métier, le salaire des personnels de direction, et tout ça, c'est évidemment le syndicat des personnels de direction qui va le porter. Donc, ça permet cette double entrée, à la fois l'autonomie sur le métier spécifique qui est le nôtre, et puis côté plus transversal dans le cadre de la fédération. Alors aujourd'hui, c'est une interview un peu spéciale puisque Fréquence Populaire, on avait le plaisir d'accueillir deux élèves de votre établissement en stage d'observation de troisième. Et donc, on les a fait préparer des questions à vous poser, justement sur deux sujets brûlants d'actualité. Donc, on va commencer donc par le premier sujet. Donc, c'est la question de l'interdiction des téléphones portables, etc. Et donc, vas-y. Est-ce que pour vous, cette loi, comment ça, il y a un avantage et il y a un inconvénient? Je comprends. Oui, oui. Disons que la réalité, c'est que aujourd'hui, les jeunes, y compris les collégiens, ont quasiment tous un téléphone portable. Et si ni du côté de l'école ni du côté des parents, on cherche à réguler et à apprendre à utiliser intelligemment ce téléphone, on voit bien qu'il y a des dérives importantes. Il y a des élèves qui dorment très peu parce qu'ils passent beaucoup de temps sur leur téléphone. Il y a un niveau de concentration qui est relativement bas par rapport à avant. Il y a des effets négatifs de l'utilisation du téléphone ou des réseaux ou des appareils numériques en général. Parce qu'il n'y a pas que des téléphones, il y a les ordinateurs, il y a les tablettes, il y a beaucoup de choses. Et donc, d'une façon ou d'une autre, il faut qu'on avance là-dessus. Parce que si on ne régule rien, on voit quel problème ça peut poser.
On voit bien que la loi, elle existe depuis 2018 côté collège, hein, c'est-à-dire ça fait 7 ans, 8 ans maintenant que dans les collèges, on n'a pas le droit d'utiliser son téléphone portable. Ça ne veut pas dire que les élèves ne l'utilisent jamais, hein. On sait bien que potentiellement, dans un coin où il n'y a personne, dans une cabine de toilette, des fois, ils sortent leur téléphone. Mais si ça reste 2-3 minutes dans toute une journée, est-ce que c'est si grave que ça, sachant que la grande partie du temps, ils ne l'ont pas puisque c'est interdit, hein. Donc, est-ce qu'ils le sortent? C'est confisqué. Au lycée, c'est pas le cas. C'est-à-dire, dans les lycées, pour l'instant, c'est le règlement intérieur qui détermine si on peut ou pas utiliser le téléphone. Et par exemple, à Buffon, le téléphone est interdit dans les salles de classe, évidemment. Quand on fait cours, on n'a pas de téléphone. Mais on peut s'en servir dans les coursives, dans la cour ou n'importe où ailleurs. Sauf quand on est au contact des collégiens, où normalement, la règle veut qu'on n'utilise pas son téléphone pour pas montrer le mauvais exemple, et puis surtout pour nous permettre de faire la différence, de ne pas être obligé de faire la différence entre un collégien et un lycéen, c'est interdit pour tout le monde. Et donc là, il y a une volonté d'aller plus loin. La question, c'est est-ce que ça va avoir un intérêt, hein, donc, sachant que c'est déjà interdit dans les salles de classe, il faut regarder avantages et inconvénients. Quand on regarde du côté de ce qui a pu être fait dans d'autres pays, et qu'on regarde du côté de l'Angleterre en particulier, ils ont déjà interdit, il n'y a pas très longtemps, le téléphone portable au collège et au lycée. Et quand ils font une étude a posteriori de la façon dont ça a évolué, l'étude montre que, oui, c'est vrai, les lycéens utilisent moins le téléphone portable dans la journée. L'écart, il est à peu près de 30 minutes. Ce qui n'est pas énorme, hein, 30 minutes. Ça veut dire que de toute façon, dans une journée de lycéen, comme ils sont en classe, c'était déjà interdit, hein, donc le taux d'usage du téléphone au lycée, il est quand même beaucoup plus bas qu'en dehors de l'école. Sauf que l'étude dit aussi que c'est 30 minutes de moins dans la classe, enfin dans l'établissement, mais c'est 30 minutes de plus en dehors de l'établissement, hein. Donc à la fin, le niveau d'utilisation du téléphone est le même dans la journée, sauf que c'est pas réparti pareil. Donc ça veut dire que ça n'a pas beaucoup d'effet, hein, sur le taux d'exposition des lycéens au téléphone. Et donc on peut se poser la question de est-ce que ça va avoir un intérêt, hein, donc, et surtout, est-ce qu'on va être capable de le faire, hein, donc, parce que au collège, c'est interdit depuis longtemps, et il y a 8 ans, les téléphones portables étaient très peu dans les mains des collégiens, hein, donc là, au lycée, c'est un retour en arrière. C'est-à-dire les lycéens ont le téléphone portable dans la main, il suffit de se balader dans la cour, on les voit avec le téléphone, et on va arriver sur un recul, hein, sur cette question. Et est-ce qu'on va être capable de faire sortir le téléphone? Parce qu'il ne suffit pas de claquer des doigts, hein, pour mettre en place une règle. Soit il va y avoir une loi, d'accord. Est-ce qu'elle est applicable avec le peu de personnel qu'on a pour surveiller tout ça, hein, donc, c'est pas certain, hein. Il faut compter sur la capacité des lycéens à respecter ça. Au lycée Buffon, je ne suis pas très inquiet parce que les lycéens sont très respectueux des règles et je pense vont le faire. Dans d'autres endroits, ce sera certainement plus compliqué parce que les lycéens ne sont pas forcément tous aussi respectueux des règles, hein. Donc, il y a des endroits où on dégrade plus facilement les locaux, où on a des incidents plus importants et plus réguliers. Donc, c'est ça l'inquiétude, notre capacité à les faire respecter. Et le dernier point, c'est que ça peut être intéressant d'essayer de réguler l'usage des téléphones à condition que ce soit partout le cas. Si c'est régulé à un endroit et pas du tout régulé à l'extérieur, ça n'a pas grand intérêt, hein, parce que ça veut dire que dans le lycée, on va essayer d'améliorer la situation et le rapport du téléphone, des lycéens avec leur téléphone, mais si en dehors, dès qu'ils sortent, si à la maison, il n'y a pas de cadre qui permet de réguler ça aussi sérieusement qu'à l'école, je pense qu'on passe à côté de l'objectif, hein, donc, et donc on fait porter à l'école une responsabilité qu'en dehors de l'école, on n'est pas capable d'assumer, et ça, c'est quand même embêtant, hein, donc, parce que la réalité, c'est que quand le lycéen va sortir, il suffit qu'il rentre dans le métro, tout le monde a son téléphone portable dans la main dans le métro. Donc, pourquoi lui, il ne l'aurait pas, hein, donc, on est dans une société où, de toute façon, c'est pas régulé, hein, donc pourquoi est-ce que à l'école seulement, on le régulerait, alors qu'à l'extérieur, on n'est pas capable de le faire? Ça, c'est un vrai sujet de préoccupation, parce que, encore une fois, on va essayer de le faire, hein. Moi, j'ai
moins les lycéens ont leur téléphone dans la main, mieux je me porte. Hein. Mais est-ce que ça a un intérêt global d'un point de vue société? Si à côté de ça, on ne le régule pas, je ne suis pas bien certain. Hein, donc, et l'étude qui a été faite en Angleterre montre bien que, a priori, ça n'a pas grand intérêt globalement sur le taux d'usage. Et tant qu'on n'aura pas réglé ce problème, on passe à côté de l'objectif, à mon avis. Mais si je peux me permettre, tout à l'heure, on avait parlé que pour cette règle, si elle allait être appliquée au collège Sébuffin, niveau personnel, déjà que pour même sortir les carnets, il y a un attroupement ou quoi. Donc si on serait amené à déposer nos téléphones, à les rendre, ce sera encore plus catastrophique. Alors, il y a deux choses différentes dans l'interdiction. Donc, l'interdiction du téléphone au collège est obligatoire par la loi depuis 2018. Depuis cet été, il y a une demande plus importante sur la règle du portable en pause, qui n'est pas obligatoire. D'ailleurs, le ministère a souhaité potentiellement que on aille plus loin dans cette histoire de téléphone portable. Et certains collèges, effectivement, se sont lancés dans des dépôts de téléphone portable dans des casiers ou dans des pochettes où les ondes ne passent pas et donc le téléphone n'est pas utilisable. Et donc pour réouvrir sa pochette, il faut passer à une borne qui va réouvrir la pochette. Il y a très peu de collèges qui l'ont fait. Selon l'étude qu'a faite mon syndicat, c'est 7% des collèges qui l'ont fait, ce qui n'est pas grand-chose. Donc pourquoi ? Parce que pour faire ça, il faut du personnel pour le faire, pour le surveiller. Il faut des moyens matériels, c'est-à-dire il faut acheter des petits casiers ou des petites pochettes pour pouvoir mettre son téléphone. Et tout ça, pourquoi faire ? Alors que dans de très nombreux collèges, la règle est globalement plutôt respectée. Quand vous allez dans la cour du collège, vous ne voyez pas de collégien avec le téléphone portable dans la main. Encore une fois, je ne dis pas qu'il y a zéro utilisation, mais il y a un niveau d'utilisation qui est très bas. Donc, parfois, il y a un téléphone qui sort en dessous de la table. Bon, ok, on confisque si le professeur le voit, et les parents doivent venir le chercher. Donc, ça ne fonctionne pas si mal que ça. Il n'y avait pas besoin d'aller plus loin. La loi qui est proposée au lycée ne parle pas de la confiscation des téléphones. C'est pas gérable. Donc, ils veulent juste qu'on interdise l'utilisation du téléphone. Comme aujourd'hui dans la grande majorité des collèges, sans aller vers des casiers ou des boîtes qu'on utiliserait. Donc, il y a des collectivités qui proposent aux lycéens de laisser les boîtes dans le casier à l'entrée de la salle de classe, mais c'est eux qui le posent et c'est eux qui le récupèrent. Mais l'interdiction ne veut pas forcément dire confiscation. C'est deux choses qui sont différentes. Sur la question du chiffre, de chiffrer les moyens humains nécessaires, et est-ce que vraiment c'est la priorité aujourd'hui de l'éducation nationale de dépenser, quand on a des salles de classe, parfois dans des établissements où le plus de laboratoires de sciences, etc., et qu'on dépense des fortunes dans des casiers, comme vous l'avez dit, où il n'y a pas d'AESH, on est face quand même à une crise de l'éducation nationale importante au niveau des moyens, et d'un seul coup, on fait une mesure coûteuse et qui est coûteuse en termes humains, puisque effectivement, ça mobilise énormément de personnel. C'est pour ça que mon syndicat avait très vite dit, et il avait très vite dit d'ailleurs avant l'été, avant que la ministre ne l'annonce, et insiste beaucoup là-dessus à la conférence de presse de rentrée. On lui avait dit, moi je lui avais dit directement que c'est une mesure qui n'avait pas beaucoup de sens, parce que dans les collèges, des téléphones portables étaient déjà interdits. Là, on parle bien des téléphones au collège, étaient déjà interdits, et que ça fonctionnait plutôt bien. Nous, on était demandeurs de rien d'autre. Donc, cette annonce était plutôt pour faire plaisir à la population générale. Donc, ça fait plaisir aux parents d'élèves que de considérer qu'à un moment donné, on va plus loin et que c'est strict et c'est extrêmement autoritaire. Tout ça, c'est du fantasme. Donc, ça fonctionne déjà très bien. Je crois globalement, même si encore une fois, il y a des contre-exemples, mais dans la masse, cette règle d'interdiction suffisait déjà. Maintenant, il y a la question de la généralisation au lycée. Donc, il y a un autre problème que je n'ai pas évoqué dans ma réponse initiale, c'est que aujourd'hui, au lycée, les collégiens ont des carnets de liaison. On a un emploi du temps sur le carnet de liaison. Au lycée, il y a 0 carnet. Et la seule façon pour un collégien, un lycéen, de façon régulière, d'avoir à jour les informations, c'est de se connecter à Prenote. Et donc, un professeur est absent, une salle change,
le téléphone portable sert d'outil de communication et de gestion pour les lycéens toute la journée. Donc ça, c'est un élément qu'il faut intégrer. C'est pour ça que dans les échanges à l'Assemblée nationale, si vous avez regardé et suivi ça cette semaine, il y a un amendement qui a été retenu, qui prévoit que l'établissement va devoir identifier une zone extérieure au sein de l'établissement où les lycéens vont pouvoir consulter leur téléphone. Pourquoi ? Justement pour permettre de suivre un peu l'emploi du temps et les infos de dernière minute, et puis surtout pour éviter les attroupements à l'extérieur, parce que comme les lycéens peuvent entrer et sortir à n'importe quel moment, si on ne régule pas ça, ça veut dire qu'à chaque sonnerie, à chaque récréation, tous les lycéens vont sortir pour pouvoir utiliser leur téléphone. Ce qui crée un danger potentiel, un attroupement extérieur. Ça a été le cas à une époque pour la cigarette. Alors aujourd'hui, les lycéens fument beaucoup moins qu'avant. Et c'est plutôt une bonne chose, même s'il y en a encore quelques-uns qui le font. Donc ils sortent pour fumer. Mais si demain, on les oblige à sortir pour regarder leur téléphone, on va avoir un problème important d'attroupement devant les établissements. Et il y a des endroits où il n'y a pas de trottoir ou très peu de trottoirs, où il y a un vrai danger. En plus, en plan Vigipirate renforcé, où on nous demande d'éviter les attroupements. Donc cet amendement, de ce point de vue, est intéressant, mais sauf qu'avec l'amendement, en réalité, on se retrouve sur une situation où il y a des endroits où ce sera possible et d'autres pas. Ça veut dire à peu près la situation dans laquelle on est actuellement. Donc, la conclusion, c'est tout ça pour ça. Mais on aime bien en France, et surtout les hommes politiques aiment bien faire du bruit. Sur des sujets qui plaisent à la population, alors qu'en réalité, il faut d'abord écouter les professionnels de l'éducation pour savoir ce qui est utile de faire ou pas. Donc, c'est à ça que servent les syndicats, ceci dit. Si je me permets de vous relancer là-dessus, c'est justement, mais est-ce qu'il n'y avait pas une grande incohérence de gouvernements successifs qui ont encouragé l'utilisation d'outils numériques et dont de facto l'utilisation d'un ordinateur, d'un téléphone portable, puisque les élèves ne viennent pas avec un ordinateur portable, que ce soit Pronote, les ENT, un certain nombre de ressources pédagogiques qui sont accessibles en ligne, qu'on nous vend le pass Navigo dématérialisé sur un téléphone. À l'époque du pass sanitaire, il était aussi sur les téléphones, et d'un seul coup on dit finalement c'est pas bien, et une partie de la population n'a pas le droit d'utiliser l'outil dont on a fait la promotion depuis aussi longtemps. Enfin, je pense que l'erreur, c'est de considérer qu'on va pouvoir revenir en arrière sur l'utilisation des téléphones. Le téléphone, l'ordinateur, la tablette fait partie, depuis maintenant un certain temps, de la vie quotidienne des adultes et des élèves. Donc, c'est comme ça. Il faut faire avec. Et c'est comment on éduque à l'usage du téléphone, comment effectivement on crée une autorégulation de ça, comment on fait de la prévention sur tous ces sujets. Mais l'interdiction sans éducation a pas grand intérêt, parce que dans la mesure où elle n'est pas globale de toute façon, et encore une fois, c'est un comparatif que je fais régulièrement, mais c'est comme si on interdisait la drogue la journée, ce qui est le cas, mais que la nuit, on la distribuait gratuitement, en fait. C'est un peu pareil avec le téléphone. On l'interdit à certains moments, notamment pour les lycéens ou les collégiens, toute la journée, mais la nuit, c'est open bar, gratuit. Ça n'a pas beaucoup de sens. Donc il faut une politique générale. L'interdiction des réseaux sociaux en dessous de 15 ans, ok. Donc sur le principe, on peut être d'accord avec cette idée. Comment les plateformes vont vérifier vraiment l'usage, qui est derrière celui qui se connecte. Il y a une vérification faciale, systématique. Comment on fait ? Moi, je suis curieux de voir, parce que derrière, à chaque plateforme, j'imagine ses règles, et à chaque règle, j'imagine derrière les moyens de la contourner. Donc tout ça va être compliqué. Le principe général est bon. La question, c'est est-ce qu'on est capable de le respecter ou pas ? Est-ce que justement il n'y a pas une réflexion à avoir sur une évolution des programmes, et d'inclure justement que l'école pourrait, parce que dans les cours de technologie aujourd'hui, il y a des cours sur Internet, sur les réseaux, etc. Justement, pourquoi pas l'école pourrait avoir son rôle à jouer de bon usage du téléphone portable, de bonnes pratiques,
justement de vivre avec son temps et de pas attendre dans 20 ans d'apprendre, on va dire, bien sûr, dans 20 ans à utiliser les téléphones portables qu'on aura des lunettes connectées. Bien sûr, il y a le rôle que doivent jouer les parents sur cette question. Donc, dans le principe de coéducation, il y a ce que doivent donner comme éducation sur la question du numérique les parents à leurs enfants. Et puis, il y a le rôle que doit jouer l'école sur ce sujet. Et oui, je pense que les programmes n'ont pas suffisamment évolué vite. Il y a des choses qui existent, mais structurellement, aujourd'hui, c'est pas forcément prévu. Donc, et quand on a des sujets transversaux comme ça, mais il y a d'autres thématiques qui sont transversales, globalement, des enseignants peuvent s'en emparer et d'autres pas. Donc, je pourrais parler du programme EVARS, c'est un peu le même principe, c'est-à-dire vous avez des thématiques autour de la vie affective et sexuelle des élèves. Ça fait partie de certains programmes, mais pas l'ensemble du programme EVARS. Et donc, potentiellement, s'il n'y a pas un travail d'harmonisation et de répartition, eh bien, on peut passer à côté de certains points qui doivent être évoqués sur chacun des niveaux, parce que pour le coup, il y a un programme national. Donc, tout le monde s'occupe de tout. Parfois, ça peut être personne ne s'occupe de rien, parce qu'en l'occurrence, on peut considérer que c'est les autres qui vont le faire. Donc, et ça, c'est pas facile à traiter. Donc, le mieux, le plus efficace, c'est que ce soit dans des programmes de certaines matières. Sur la partie EMC, par exemple, ou sur la partie technologie, même s'il n'y en a plus en 6e, il y en a encore de la 5e à la 3e, ça pourrait être le cas. Au lycée, vous avez les SNT, c'est une matière qu'on fait en seconde, qui pourrait aussi développer, il y a déjà des choses, mais un peu plus sur les aspects de prévention, de vérification des sources, d'intelligence artificielle. Tout ça, c'est des sujets que je pense qui ne sont pas suffisamment traités pour l'ensemble des élèves. C'est intéressant parce que vous avez parlé d'intelligence artificielle. Là, on va passer là. Alors là, Alice, qui elle, justement, puisque c'est un sujet qui est un peu sur toutes les lèvres, qui pose de grands défis, sur lesquels on a l'impression qu'on est toujours en retard, et que la technologie avance beaucoup plus vite que la capacité de l'institution à s'y adapter. Donc, comment est-ce que vous voyez l'intelligence artificielle se développer dans le monde de l'éducation ? Pas suffisamment vite. C'est-à-dire que je crois que sur ce sujet comme sur d'autres, on a toujours un coup de retard. Et donc, alors que ça se développe dans la vie quotidienne des citoyens, donc je pense que l'école n'a pas suffisamment, à ce stade, pris en compte l'intelligence artificielle dans sa pratique. Aujourd'hui, pour plein d'enseignants, l'intelligence artificielle est vécue comme un problème. Donc, c'est vécu comme un moyen de tricher, de ne pas faire son travail personnellement, etc., etc. Or, il faut aussi le voir comme un levier. Donc, et comment, encore une fois, soit on est dans le déni et on considère qu'il faut faire sans intelligence artificielle, soit on est dans la vraie vie et on intègre l'idée que de toute façon, l'intelligence artificielle se développera de plus en plus dans plein de domaines et qu'il faut faire avec. Donc c'est comme le téléphone portable. Soit on dit qu'on l'élimine, soit on fait avec le téléphone portable. Pour l'intelligence artificielle, c'est pareil. Et donc je crois que sur cette question, il faut former les professeurs, il faut former les élèves, et il faut y montrer les avantages et les limites. Donc, parce qu'il y a effectivement un certain nombre d'avantages et d'intérêts à utiliser l'intelligence artificielle, et il y a un certain nombre de limites. Et ça, il faut être capable de former tout le monde à ce sujet, mais qui bouge tellement vite, donc qu'il faut admettre que de ce point de vue, on est en retard, mais c'est difficile de suivre le rythme, parce qu'au moment où on en parle, et qu'on imagine un plan de formation, eh bien, au moment où il se mettra en œuvre, il y a plein de choses qui seront déjà caduques. Donc, tellement ça évolue très vite. Comment est-ce que vous pensez qu'il est possible d'intégrer de façon positive l'intelligence artificielle dans le monde de l'éducation ? Il faut montrer tout ce que ça peut apporter comme avantage pédagogique. C'est à la fois la question de la différenciation, de la personnalisation des parcours. Donc, je pense que c'est vraiment un levier très intéressant de ce point de vue, en ayant pour le coup des pratiques qui s'appuient sur les outils qui peuvent permettre de gagner en efficacité sur les apprentissages.
Voilà. Donc, il faut vraiment montrer et former les personnels à tout ce qui existe, tout ce qui est possible positivement. Hein, donc, et puis montrer aussi aux élèves comment ça fonctionne. Donc tout ça, ça passe par de la formation, de l'éducation aux usages. Hein, donc, et si on considère que c'est un outil négatif et qu'on reste sur cette image-là, ce qui est encore un peu le cas aujourd'hui, on va pas réussir à avancer, on va continuer à perdre du temps et à se mettre en décalage par rapport au fonctionnement de la vraie vie. Hein, donc, et à un moment donné, ce temps perdu, on n'arrivera pas à le récupérer. Hein, donc, et ça, c'est un gros défi pour le monde de l'éducation, parce que si on avance, si on ne fait pas évoluer les pratiques, ça veut dire que dans quelques temps, le format actuel de l'école sera complètement caduque par rapport aux enjeux de vie, par rapport aux futurs métiers, par rapport à tout ça. Hein. Donc, il faut vraiment qu'on ait cette réflexion sur c'est quoi faire classe aujourd'hui, qu'est-ce qui est encore utile d'apprendre ou de ne pas apprendre, en lien avec ces nouveaux outils qui sont dans les mains de tout le monde. Hein. Donc, et ça, c'est extrêmement difficile, mais aussi passionnant. Hein. Donc, encore faut-il avoir les compétences dans notre domaine, l'éducation nationale, qui nous permettent d'avoir cette réflexion collective. Justement, un des usages positifs de l'intelligence artificielle, on a une crise structurelle avec la question des AESH depuis l'école inclusive. On a un manque de moyens humains et on voit que dans certains cas, l'accompagnement ne peut pas être fait au nombre d'heures nécessaires qu'on les ait. Or, certains élèves, par exemple un élève qui aurait des problèmes de surdité, aurait besoin d'une transcription que le professeur ne peut pas lui-même fournir faute de temps, mais un autre élève a besoin d'une reformulation. Un autre élève, on va dire, qui aurait des difficultés, on va dire, motrices, aurait besoin justement de pouvoir avoir on va dire, faire en vocal, choses qui sont aujourd'hui possibles par l'intelligence artificielle et qui pourraient dégager du personnel AESH, on va dire, sur des missions, sur des élèves qui auraient des problèmes de comportement et plus ces problèmes d'apprentissage, on va dire, moindres, et justement peut-être améliorer l'école inclusive. Est-ce que vous, au sein de votre syndicat, ou est-ce que c'est quelque chose, les gens commencent à réfléchir ou pas du tout, et on va dire, il y a, ça va quand on va laisser passer le train, le métro, on va rester à quai, alors que justement, c'est peut-être ça, l'éducation nationale pourrait se saisir de ça pour améliorer l'intégration de certains enfants. C'est ça. Quand je parlais de personnalisation et d'individualisation tout à l'heure, ça fait partie, pour le coup, des adaptations pas très complexes en réalité, puisqu'il y a des outils qui le font parfaitement. Hein. Donc, et je pense que de ce point de vue, on n'en est pas là. Je pense que la question des moyens sera peut-être le levier pour obliger la réflexion sur cette question. Hein. Donc, parce qu'évidemment qu'un abonnement à une intelligence artificielle efficace coûte moins cher qu'un AESH à temps plein, hein, même si on peut considérer qu'ils sont pas très bien payés. Exactement. Donc c'est un sujet qui doit être pris en compte. Hein, donc et je peux vous dire qu'on n'en est pas là du tout. Hein, donc et pourtant, encore une fois, on sait tous qu'il y a des choses à faire sur cette question, mais à condition de dédramatiser l'outil et d'en faire un levier positif. C'était le sens de votre question tout à l'heure, et pas un monstre qu'il faut éviter parce que ça fait le travail à la place. Ça fait le travail à la place dans certains cas. Et est-ce que c'est si grave que ça si on se dégage du temps pour faire autre chose beaucoup plus intelligemment? Moi, j'avoue que ça me pose pas de problème plus particulièrement. Est-ce que vous n'avez pas peur que, comme le cas des encyclopédies, au siècle dernier, il y avait des élèves dont les parents avaient des moyens d'acheter des encyclopédies, d'autres qui n'avaient pas ces moyens-là? Il y a un peu la même chose qui va se reproduire avec l'intelligence artificielle. Ceux qui ont les moyens d'avoir des abonnements, ceux qui ont les moyens d'avoir le contexte social qui leur permet de tétiser efficacement, et les autres qui parfois n'auront même pas les moyens de payer l'abonnement et donc qui risquent d'avoir une fracture sociale encore. Ça veut dire qu'il faut, comme les manuels scolaires, hein, donc il faut que l'éducation nationale et les collectivités, parce qu'en fonction du niveau de classe, aujourd'hui les manuels scolaires ou le numérique n'est pas pris en charge par les mêmes personnes,
il faut que les collectivités et l'État s'emparent de ces questions. Donc aujourd'hui, on distribue, quelle que soit la catégorie sociale d'un élève, on lui distribue à l'entrée au collège, chaque année, un jeu de manuel scolaire. Demain, on pourrait lui distribuer soit un ordinateur portable, soit un outil doté d'une intelligence artificielle de façon équitable. Donc ça, c'est des choses qui, à mon avis, à moyen terme, coûteraient pas beaucoup plus cher. La question derrière, elle est la maintenance, la gestion, la recharge, le Wi-Fi. Il y a beaucoup d'autres enjeux, mais en l'occurrence, c'est des sujets qu'il faut mettre sur la table. Donc, les collectivités distribuent déjà des ordinateurs portables aux lycéens, notamment quand ils arrivent au lycée. Il faut admettre que l'usage aujourd'hui dans la classe, il est proche de 0. Donc, c'est un outil, c'est une façon de réduire les inégalités, puisqu'en l'occurrence, ça veut dire que chaque élève est doté du même appareil. Qu'il s'en serve ou pas, c'est un autre problème. Mais en tout cas, des collectivités ont fait ce choix-là. On peut tout à fait imaginer que demain, ça intègre des outils de personnalisation comme l'intelligence artificielle. Ça, c'est tout à fait possible. Donc, mais c'est une autre politique. Donc, il y a des enjeux et des lobbies qui vont se mettre en œuvre pour éviter que ça arrive. Donc, ceux qui aujourd'hui vendent des manuels papier vont tout faire pour que ça n'arrive pas. Donc, voilà, il y a des enjeux. C'est comme les vacances scolaires. Donc, quand on commence à réfléchir sur les rythmes scolaires et qu'on réfléchit à une organisation différente du temps scolaire, avec moins de vacances, vous avez les lobbies du tourisme qui disent non, surtout pas, vous allez nous mettre la boutique par terre. C'est toujours comme ça. Donc, il y a l'école, et il y a les satellites de l'école qui s'agitent dès qu'il s'agit de faire évoluer les choses. C'est important ce que vous dites parce que la question même de la numérisation des manuels scolaires est encore un sujet d'actualité alors que ça devrait être un sujet qui devrait être bien loin derrière nous. Et on voit qu'encore aujourd'hui, beaucoup d'élèves ont des cartables beaucoup trop lourds à cause du nombre de manuels qui doivent se transporter. Donc, Exactement. Je pense qu'il y a encore beaucoup à faire sur cette question au-delà de l'intelligence artificielle. La question du numérique à l'école, mais avec toujours cette ambivalence. Il faudrait que les élèves soient moins sur les écrans, c'est vrai, mais on a besoin des écrans et on aura besoin de plus en plus des écrans pour travailler. Donc c'est pas simple. C'est pour ça que ça nécessite de l'éducation aux usages, notamment, et des cadres à la fois à l'école, mais à l'extérieur de l'école. Est-ce que il serait pas temps, justement, parce que l'école, c'est, on va dire, une charnière républicaine invariable. C'est-à-dire, c'est de l'école qu'on éduque les citoyens, même si le rôle des parents est important. C'est celle qui est censée faire marcher l'ascenseur social. C'est ça qu'on construit les adultes de demain, ceux qui vont changer la société, ceux qui vont la faire évoluer, etc. Et on a l'impression d'un certain abandon, d'un désintérêt par les classes politiques, même si à chaque fois qu'il y a des grandes manifestations, etc., on les voit tout de suite intéressés, mais dès que ça devient plus un sujet, on a l'impression que l'école devient secondaire et que ça reste un train qui est sur ses rails et sur lequel personne n'a envie vraiment de toucher. Est-ce qu'il serait pas temps, puisque en 2027, il va y avoir des élections, que arrive au pouvoir quelqu'un justement qui ait une vraie compréhension de l'éducation nationale, qui peut-être vienne de l'éducation nationale? Je sais pas, est-ce que ce serait souhaitable justement pour reconstruire un peu la société qui est en train de se fracturer malheureusement par tous les changements, les conflits, etc., la disparition de la vérité justement à cause des intelligences artificielles. Est-ce que il faudrait pas remettre cette brique républicaine, on va dire cette fondation républicaine un peu au cœur du projet France? Je suis pas sûr que on ait connu des politiques qui se désintéressaient de l'école. Il y a des visions divergentes de l'école, mais si vous regardez, on les a pas encore, mais à chaque campagne présidentielle, les programmes des candidats, il y a toujours évidemment un pan développé sur l'école parce que c'est ce qu'attendent les électeurs. Donc, quelle vision de l'école vous avez? Et donc, mon syndicat, d'ailleurs, se prépare à ce moment, puisque
on a nous aussi une vision de l'école, et donc on va défendre et porter un certain nombre de sujets, de valeurs, la mixité sociale et scolaire, les équilibres public-privé, la régulation du privé par rapport au public, enfin toute une série de sujets comme cela qu'on porte depuis toujours. Non, ce qu'il faut, c'est un cap un peu continu avec une absence d'oscillation. Hein, c'est-à-dire que ce dont l'éducation nationale a souffert ces dernières années, et c'est terrible, hein, c'est le manque de stabilité. Moi, je suis secrétaire général de mon syndicat depuis 5 ans. J'ai travaillé avec 8 ministres différents en 5 ans. Hein, donc, il y en a qui sont restés très longtemps. Jean-Michel Blanquer est resté 5 ans. Moi, je suis arrivé en mai 2021. Il était à la fin. Hein, donc, on a travaillé ensemble pendant 1 an. Et après, ça s'est succédé à une vitesse folle. Hein, donc, Pape Ndiaye 15 mois. Et puis après, ça a été 6 mois, 3 mois. Enfin, des périodes incroyablement courtes. Et cette instabilité génère beaucoup de difficultés dans la mesure où chaque ministre va avoir une vision différente de l'école et va vouloir pousser certains dossiers différemment que son prédécesseur. Hein, donc, ce qui a été décidé par l'un va pas être suivi par l'autre, va redémarrer avec le troisième. Enfin, c'est quelque chose qui est très compliqué. Hein, donc, et vous avez des ministres qui ont une vision personnelle de l'école qui n'est pas partagée. Hein, donc, ils vont mettre la priorité sur tel sujet, alors que le monde de l'éducation, avec des gens qui font ce boulot parfois depuis très longtemps, parfois avec des experts qui ont fait des recherches sur ce domaine, n'ont pas du tout le même avis. Hein, donc, et moi, ce que je conseille au prochain président ou au prochain ministre de l'Éducation nationale, c'est de s'appuyer sur la recherche, sur l'expérimentation et sur ses personnels pour avancer. On ne fait pas de réforme sans ses personnels. Donc, de toute façon, la pire des réformes, c'est celle qui est faite dans la contrainte. Et là, on est sûr qu'elle n'aboutira pas. Hein, donc, c'était le cas du pacte, c'était le cas des groupes de besoins en mathématiques et en français en 6e, 5e. Tout ça, c'est fait dans la douleur et dans la contrainte des enseignants, notamment, mais y compris des personnels de direction. Et à ce titre-là, à chaque fois qu'on fera ça, on échouera. Hein, donc, on ne peut pas, dans le monde de l'éducation nationale, on ne peut pas imposer une réforme contre les gens qui doivent la faire. Ça ne peut pas marcher. Hein, donc, soit on réussit à convaincre et à embarquer les personnels sur une vision partagée d'une évolution à faire, même si on n'est jamais tous complètement d'accord, hein, mais avec quelque chose qui pourrait faire consensus, ou à minima consensus. Mais quand on est dans l'opposition de la totalité du monde éducatif, il faut savoir reculer. Et ça, il y a des gens qui n'ont pas été capables de faire ça. Alors, c'est intéressant ce que vous dites parce que ça résonne avec beaucoup d'entretiens qu'on a fait, mais dans un autre secteur qui est l'industrie, où les acteurs réclament une sorte de retour la planification gaullienne avec des plans sur plusieurs années et qu'il y ait une cohérence. Est-ce que c'est pas justement ce qui manque, puisque vous l'évoquez, à l'éducation, c'est que on a un commissariat au plan de l'éducation qui fixe une ligne sur plusieurs années et qu'on s'y tienne? Si, il faudrait être capable de faire ça. Le problème, c'est que je crois qu'on ne sait pas faire. Déjà, on ne sait pas garantir les moyens dans un établissement scolaire sur plus qu'une année scolaire. On a même eu des exemples récents qui prouvent qu'on a même modifié les moyens des établissements en plein milieu de l'année, hein, donc ce qui est impossible, hein, donc en termes de pilotage d'un établissement. Donc imaginez en pluriannuel, en fait. Hein, donc ce serait idéal qu'on puisse faire ça. D'ailleurs, mon syndicat a des mandats qui disent ça, et nous, il nous faudrait une vision pluriannuelle de l'école et des moyens attribués aux établissements, hein, donc avec des contrats d'objectifs partagés avec l'État et la collectivité notamment, avec le strict respect du cadre réglementaire, c'est celui de l'autonomie des établissements. Mais en réalité, l'État a une logique hyper jacobine et hyper centralisatrice, qui fait que le ministre en place utilise une expression intéressante. Il dit que on fait comme si il fallait en jardin à la française, chaque établissement soit fait de la même façon. En réalité, c'est pas comme ça que ça peut fonctionner. Au collège Buffon, les problématiques sont peut-être pas les mêmes
qu'au collège, dans un collège que j'ai dirigé en Seine-Saint-Denis. Hein, donc, Même de votre voisin. exactement. Là. Donc, il faut laisser la main aux établissements pour qu'ils puissent adapter en fonction des besoins. Hein, donc, et ça, c'est très important de respecter le cadre de l'autonomie des établissements en leur donnant les marges d'autonomie. Il faut faire confiance au terrain. Merci beaucoup, Monsieur Vobkevitch, de nous avoir reçus. Merci à Alice et Neila d'avoir préparé ces questions justement sur des sujets brillants, brûlants d'actualité. Et on voit justement l'intérêt que les jeunes portent à ces sujets et qui prouvent bien qu'ils sont eux-mêmes acteurs d'une certaine manière du changement et que il faut pas, on a tendance, nous adultes, entre guillemets, à pas forcément écouter aussi les jeunes dans leur vécu et dans peut-être leur appréhension vis-à-vis de ces situations. Et alors, vous, personnel éducatif, encore moins écouté parfois par les politiques. Donc, peut-être que si tout le monde se barrait un peu mieux, on arriverait à des meilleurs résultats et qu'on arriverait, puisque justement, pour moi, celui est emblématique, et justement de ce que l'école républicaine pouvait faire de meilleur. Ces grandes bâtisses, etc., où l'ascenseur social marchait vraiment. Et il était temps de réparer un peu tout ça. Donc, merci beaucoup. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez du téléphone portable? De la question de l'interdiction. Est-ce qu'il faut, à votre avis, dans les collèges et les lycées, bon, les collèges, c'est déjà un peu le cas, hein, mais au lycée, est-ce qu'il faut davantage contrôler, réguler, ou c'est pas la peine, selon vous? Bah, avec l'exemple que vous avez donné, c'est vrai que c'est pas... Si au final, il y a autant de temps d'écran, peut-être que c'est pas la peine. Et au lycée, quand même, les élèves sont plus grands, donc ils ont aussi plus de responsabilités. Et ils peuvent peut-être plus se contrôler qu'au collège. Et au collège, c'est déjà interdit, donc pas forcément. Donc pour vous, il n'y aurait pas besoin forcément d'aller jusqu'à l'interdiction totale du téléphone au lycée? Et puis ça serait beaucoup trop compliqué. Il y aurait des élèves qui pourraient avoir plusieurs téléphones. Donc, ce serait beaucoup trop compliqué à mettre en place. Surtout si je peux me permettre, vous interdire les téléphones. Aujourd'hui, je vous mets un cas d'école qui probablement va je prédis que dans les 2 prochaines années, ça sortira dans la presse et on va avoir un clash et donc avec des syndicats qui vont devoir se prononcer. Les lunettes connectées qui permettent d'avoir des écrans peuvent avoir des verres adaptés, donc ça devient un dispositif médical. Les lunettes connectées, dispositif médical qui peut aider à la triche. Comment vous l'interdisez? Oui, c'est ça. Et alors là, De toute façon, vous êtes face à un chef d'établissement qui va interdire à un élève d'utiliser ses lunettes, un élève qui va aller en justice en disant on m'interdit d'utiliser un dispositif médical qui est mon roi. C'est indécrottable. On va se retrouver. Et comment interdire certaines lunettes, pas d'autres, avec la miniaturisation? C'est sans fin. oui. Moi, je pense qu'il faut qu'on avance vers des logiques de brouillard, en fait. Donc, je pense qu'à partir du moment où on envisagerait d'avancer dans ce domaine, on pourrait avoir un appareil qui, sur une zone évidemment limitée, restreinte, je suis dans une salle de classe, j'ai un devoir sur table, je lance le brouilleur, il n'y a plus rien qui passe. Et donc, pendant les 2 heures de contrôle, tout le monde peut sortir son téléphone. Il n'y a rien qui fonctionne. Donc, et ça, c'est quelque chose qui réglerait la question des lunettes, du téléphone, de la montre, de tous les appareils connectés. Donc, parce que, de toute façon, demain, il y aura des technologies qui vont, de toute façon, être mises en œuvre. Donc, il suffit de regarder les films un peu futuristes pour voir qu'il y a... Bon, voilà, des fois, on dit, mais c'est pas possible, ça n'existera pas, mais j'imagine que si, il y a des choses qui vont se développer. Et donc, il faut qu'on trouve les moyens, effectivement, de contrer tout ça en régulant, parfois par la contrainte, parfois par l'éducation, donc, et la prévention, parce que l'idéal, c'est que chacun respecte la règle et le cadre. Donc, parce que c'est pas parce qu'au demain, on va interdire les téléphones au lycée que les lycéens vont arrêter d'utiliser l'intelligence artificielle pour faire leurs devoirs. Enfin, je veux dire, faut être clair aussi avec ça. Ça va pas tout régler. Donc, et celui qui veut tricher, si le professeur ne surveille pas, eh bien, il va continuer à le faire. Donc, voilà. Donc, ça ne sera pas une baguette magique qui va régler la totalité des sujets. Si je peux me permettre une question bonus, parce que c'est important d'avoir le vécu et comme vous êtes responsable d'un syndicat, sur l'interdiction des réseaux sociaux de moins de 15 ans,
On sait, quand on est parent d'élèves, etc., qu'une grande partie des cas de harcèlement et aussi d'embrouille entre les différents viennent aujourd'hui des réseaux sociaux. C'est-à-dire que avant c'était dans la cour, maintenant justement il y a un effet catalyseur des réseaux sociaux. Est-ce que cette interdiction, même si on sait la complexité de mise en place, peut pas être vue d'un côté positif justement pour diminuer cette violence hors école, mais qui affecte l'école, qui justement pose un vrai problème. Oui, je pense que de ce point de vue, c'est intéressant. En sachant que normalement, les élèves de moins de 13 ans sont pas censés être instruits, mais qu'on voit dans la pratique que dès la 6e, ils ont tous des réseaux sociaux qu'ils ne sont pas censés avoir. Jusqu'à présent, il n'y a pas vraiment de contrôle. Donc, il suffit de déclarer un âge qui n'est pas le bon et personne ne va contrôler. Donc, il y a la question, effectivement, du contrôle de tout ça. Mais oui, ça peut aller dans le bon sens. La question, c'est la faisabilité, encore une fois, derrière. Donc, il faut des parents qui soient aussi attentifs à l'usage que font leurs enfants de leur téléphone ou de leurs appareils en général. De toute façon, l'éducation ne peut se faire qu'avec les parents. C'est ça. Vous n'êtes pas là pour éduquer, vous êtes là pour élever les enfants, mais nous, parents, nous sommes là aussi pour les éduquer. On ne peut pas sous-traiter l'éducation des enfants à l'école. Mais je pense que malheureusement, la tendance sociétale globale, c'est une sorte de sous-traitance à l'école de la totalité des sujets de société. Et l'école ne peut pas tout régler, ne peut pas régler tous les maux de la société. C'est pas nous qui pouvons le faire tout seuls. Les parents ont un rôle important à jouer. Il faut pas qu'ils se déresponsabilisent sur l'école. Il faudrait que moi j'interdise le téléphone à 1900 élèves ici dans cette cité scolaire, alors qu'un parent lui-même n'est pas capable d'empêcher son enfant de prendre le téléphone dans sa chambre après 22 heures. Donc, c'est quand même paradoxal comme situation. Oui. Et merci beaucoup, Monsieur Vekeli. Merci pour votre temps. Et alors, n'hésitez pas à nos internautes, spectateurs qui écoutent cette interview, de partager cette vidéo. C'est important, l'éducation, c'est très important. C'est partie, comme on l'a dit, des fondements de la République. Et sans éducation de qualité, sans des gens concernés par ça, malheureusement, il n'y a plus de cohésion dans la nation. Et c'est quand même ce qui fait encore qu'on a un pays qui tient. Donc, espérons longue vie à l'éducation française et peut-être un espoir qu'on revienne à cette école de Jules Ferry qui, quand même, avec tous ses défauts, marchait quand même relativement bien et a permis autant de prix Nobel et de gens à l'Académie française, etc. Ça marche. Merci beaucoup.